Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes le 10 mars 2018, nous sommes arrivés au 81e SITREP. La situation est très contrastée dans le sens où il y a des baisses de bombardements, mais qu'on a clairement ici les prémices d'une préparation d'offensive finale qui est relativement imminente maintenant. Oui, parce qu'on voit que donc suite à ce nouveau cessez-le-feu qui a été instauré à partir du 5 mars à 1h du matin, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à seulement 33 reprises, je dis bien seulement entre guillemets, ouais. Donc à peu près moitié moins que la semaine dernière. Elle a tiré 131 obus de mortier de 120 et 82 mm, ce qui est beaucoup moins que la semaine dernière, mais ça reste encore beaucoup trop. Il faut y rajouter tout ce qui est de plus petit calibre, donc lance-roquettes, lance-grenades automatiques, fusils de sniper, autres armes légères. Il faut rajouter donc une violation durant les dernières 24 heures pendant lesquelles l'armée ukrainienne a tiré 31 munitions de tout calibre. Ces tirs ont touché 14 localités de la République, donc beaucoup moins que la semaine dernière. Donc, comme on peut le voir, grâce à ce nouveau cessez-le-feu, la baisse du nombre de bombardements a été très clairement visible, même si le cessez-le-feu ne fut pas totalement respecté le premier jour. Le premier jour, il a tenu 10 heures. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ce jour-là, l'armée ukrainienne a même tiré au mortier sur le convoi d'un député russe, le président du parti Rodina, Alexei Joravliov, qui se rendait sur position pour aller visiter les positions des soldats de la RPD, voir la situation, voir si le cessez-le-feu était respecté. Ah bah, la réponse a été plus que cinglante, comme on dit. Voilà, ils sont pris à peu près une dizaine d'obus de mortier de 82 mm qui sont tombés un petit peu partout autour de la route où ils étaient en train de circuler. Donc il y a eu un homme politique qui accompagnait Joravliov qui a été légèrement blessé par un éclat. Au début, on parlait qu'il n'y avait pas de victime, mais en fait, si, il y en a un qui a reçu un petit éclat quand même. Une voiture qui a été complètement... Oui, parce qu'un obus de mortier, faut savoir ce que c'est. Je crois que c'est un morceau de fonte, enfin un peu spécial, et qui, quand elle éclate, quand l'obus éclate, envoie comme des lames de rasoir dans toutes les directions. Ça envoie des éclats plus ou moins gros, souvent des trucs qui sont à peu près de la taille d'un doigt, quoi. Mais c'est de l'acier extrêmement tranchant, donc c'est tranchant comme une lame de rasoir. Et donc le but, c'est de faire un maximum de dégâts, donc soit de tuer, soit de mutiler en fait un maximum de soldats. Le but, c'est ça. C'est une arme qui est faite pour mutiler ou tuer les soldats ennemis, donc c'est une arme de contre-infanterie. Donc là, effectivement, ces éclats ont atterri sur une des voitures qu'ils ont sérieusement endommagées. Donc la voiture, elle est HS. Mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Il y avait plusieurs journalistes qui étaient avec eux. On mettra le lien des collègues de Rennes TV. Ma collègue Katia de Newsfront était aussi sur place. Elle était un petit peu sous le choc quand même après. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu de mort, pas de blessés graves. Le seul jour où le cessez-le-feu a été totalement respecté, ça a été du 6 au 7 mars. Donc là, on a eu 0 violation ce jour-là. Ça a été le seul jour. Donc ça a été plus arrivé depuis fin décembre, depuis le 27, je crois, le 27 décembre. On avait eu comme ça une journée après le nouveau cessez-le-feu là, du Nouvel An, où on avait eu une journée sans violation, si je me souviens bien. Donc c'est les jours à marquer d'une pierre blanche quand ça arrive. Oui. Et comme on voit... pour l'instant, ça se maintient à un seuil très très faible, mais bon, ces bombardements ont quand même fait un blessé parmi les soldats de la RPD cette semaine. Et surtout, ce qui incite pas vraiment à l'optimisme, c'est l'accumulation des armes lourdes interdites par les accords de Minsk par les forces armées ukrainiennes près de la ligne de front. Oui, c'est surtout. Si vraiment on allait vers une désescalade, tous ces armements devraient être rentrés en fait dans les zones de stockage où elles sont censées se trouver. Or, malheureusement, ils n'y sont pas du tout. Et par rapport à la semaine dernière, on voit une augmentation. La semaine dernière, on avait 29 pièces qui étaient près de la ligne de front. On en a découvert cette semaine 55. Ouais, c'est ça le contraste avec la baisse de bombardement. Ouais, c'est moins de bombardements, mais plus d'armement lourd qui est en train de s'accumuler. Donc c'est là qu'on voit le côté préparatif. C'est-à-dire ils tirent moins, mais ils accumulent plus.
Ils accumulent plus, entre autres, donc les services de renseignement de l'RPD ont détecté les pièces suivantes, donc c'est des nombres minimaux hein, par rapport à ce qui se trouve réellement sur le front, c'est ce que nous avons réussi à détecter. En réalité, il y a très certainement beaucoup plus. Donc ont été détectés 5 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 4 lance-roquettes multiples Grad de 122 mm, donc là on voit le retour des lance-roquettes multiples, 16 obusiers automoteurs Bozika de 122 mm, 3 obusiers tractés D30 de 122 mm, 4 canons anti-char Rapira de 100 mm, 6 systèmes de missiles antiaériens OSA, un système de missiles antiaériens Strela 10 et 17 chars d'assaut T-64 et T-72. Donc ça, c'est quand même pas très très bon. Autre signe qui indique qu'on a toujours une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est les reconnaissances par drone américains qui se multiplient. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais Absolument. Ça continue. Un drone de reconnaissance, donc de nouveau un Global Hawk américain de l'US Air Force, a effectué hier un vol de plusieurs heures le long de la ligne de démarcation ici dans le Donbass. Donc ce drone américain immatriculé 05202 parti de la base aérienne italienne de Sigonella en Sicile le vendredi donc 9 mars, donc hier, a survolé du nord au sud la ligne de contact entre l'Ukraine et les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk sans la franchir. Donc le vol a été effectué à une altitude d'environ 15 800 mètres et à une vitesse de 565 km/h. Donc pour information, pour ceux qui se demandent ce que ce drone arrive à voir, les équipements de ce type de drone lui permettent de surveiller l'ensemble du territoire, donc de la RPD et de la RPL, ainsi que d'importantes portions du territoire russe limitrophe, puisque pendant le vol, donc il s'est approché à plusieurs reprises à une distance d'à peine 40 à 60 km des régions russes de Belgorod, Voronezh et Rostov, qui sont proches de Lugansk. Comme je dis, l'épaisseur des républiques populaires est quand même très très fine. On arrive très très vite à vol d'oiseau jusqu'à la Russie. Il faut savoir que ces drones sont capables de mener une reconnaissance aérienne jusqu'à 200 km en territoire ennemi. Donc, sur la ligne de contact, 200 km, ils atteignent quasiment Rostov. Ces drones sont équipés de caméras haute résolution, d'un capteur infrarouge et d'un radar de suivi des objets en mouvement. Il faut savoir que depuis le début du mois de mars, on en est déjà à 5 vols. On est le 10, ça fait un vol tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, on a un drone américain qui vole à proximité de la ligne de contact du Donbass. Bon, si ça c'est pas la preuve qu'ils sont en train de nous préparer une saloperie, je pense que ça y semble quand même beaucoup. Et plus le nombre de vols sera important, plus concentré et plus on s'approchera de la date. Et plus on s'approchera, ouais. Donc là, en début d'année, il y en avait déjà quelques-uns. On était à peu près à un ou 2 par semaine. Là, on en a un tous les 2 jours. Bon, ça commence à faire beaucoup là quand même. Oui. Ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, parmi les informations qui ont été reçues par le commandement opérationnel de l'armée de la RPD, l'une nous a été transmise cette semaine, le 6 mars 2018. On a été convoqué en urgence pour transmettre donc un communiqué important d'Édouard Bassourine. Oui. Exact. Qui nous a informé que donc quelques jours en arrière, on a eu une petite visite en fait côté ukrainien du directeur de la CIA, accompagné de représentants donc d'autres services de renseignement qui ont visité la ville d'Avdiivka, qui est, je rappelle, sur donc, le territoire temporairement occupé par l'Ukraine. Cet événement a été mené sous couverture d'une soi-disant familiarisation des soldats américains de haut rang avec la situation opérationnelle en RPD. Oui, enfin, c'est le prétexte lénifiant qui prend les gens pour des cons. Qui prend les gens pour des cons. Bon, en réalité, lors de cette réunion, les autorités ukrainiennes ont reçu en fait l'ordre de mettre au point d'ici aujourd'hui, donc d'ici le 10 mars, plusieurs scénarios de provocation grave afin d'accuser la RPD de relancer les hostilités. Donc, il semble que les patrons américains de Kiev aient besoin d'une petite justification auprès de la communauté internationale pour relancer la guerre dans le Donbass et ou justifier ce petit déploiement de cette force inacceptable de 24 000 casques bleus dans la région. Et quoi de mieux qu'une petite opération sous faux drapeau pour obtenir le résultat médiatiquement désiré. Je signale que toute ressemblance avec ce qui se passe en Syrie, avec ces histoires d'attaques chimiques attribuées sans preuve à Bachar el-Assad pour relancer la guerre là-bas, en fait c'est pas fortuit, non. Encore, même patron, même méthode, comme toujours. Encore aujourd'hui d'ailleurs en Syrie, avec
un false flag apparemment en cours de préparation pour demain. En cours de préparation pour demain. Donc comme on voit, hein, c'est toujours les deux conflits jumeaux, Donbass-Syrie, on continue. Quand les deux en même temps, voire quand l'un augmente, l'autre diminue. On a des correspondances comme ça entre les deux conflits qui sont assez marquantes. Oui. D'après donc les informations obtenues par les RPD, ces provocations seront menées par les combattants du régiment ultranationaliste, en fait néo-nazi Azov, déguisés en soldats de les RPD. Donc, il semble qu'ils ont reçu des uniformes, des patchs typiques de la RPD pour essayer de se faire passer pour les nôtres. Ce régiment devrait être déployé à proximité de Novoazovsk, donc dans le sud de la RPD, donc il y a de fortes chances que les provocations aient lieu sur cette portion-là du front. Le même jour d'ailleurs, on a eu un truc un peu bizarre avec une très forte explosion qui a eu lieu côté ukrainien à 800 mètres de la ligne de contact vers Mariinka dans l'après-midi, le 6 mars. 20 minutes plus tard, un hélicoptère survolait la zone en violation totale des accords de Minsk. Oh bah, comme d'hab, hein. Voilà, puisque je rappelle que d'après les accords de Minsk, aucun engin volant de grande taille ne peut s'approcher de la ligne de front à moins de 15 km. Oui. Il était à 800 mètres. Hein. Donc sur le coup, beaucoup de gens ont craint une tentative d'attaque aérienne, mais en fait non, il semble qu'il était là pour mener une évacuation sûrement liée à l'explosion qui a eu lieu plutôt au même endroit. Bon, même pour ça, il aurait normalement pas dû se trouver là, comme je le disais. Donc bien entendu, les RPD a demandé à l'OSCE d'enquêter sur tout ça, hein, les petits plans foireux avec les gars d'Azov déguisés en soldats de la RPD et cette histoire d'hélicoptère. Je pense que ce qui s'est passé, cette explosion, c'est ce que je craignais quand on avait parlé la semaine dernière de ces accumulations de munitions et de carburant sur le front dans des entrepôts plus ou moins improvisés. Je pense que c'est ce qui s'est passé à Mariinka. Je pense que c'est un entrepôt improvisé qui a... C'est le résultat d'un mélange entre les munitions et la vodka. Entre les munitions mal stockées et la vodka, ouais, ça c'est clair. Parce que bon, je veux dire, les munitions, ça stocke pas n'importe comment. Hein. C'est ça. On va reparler d'un incident dont on avait déjà parlé, qui avait eu lieu le 2 mars. On avait parlé de cette attaque de 15 soldats de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, hein, qui avaient, sous couvert de tirs de mortier, tenté de s'emparer des positions de l'RPD près d'Oktyabre, dans le sud de la République. Hein. On avait parlé on avait dit que suite à cet affrontement, un des défenseurs de la RPD avait été blessé et un autre avait été capturé par l'armée ukrainienne. Si on fait le lien justement avec ce que j'ai évoqué plus tôt, donc ces opérations sous faux drapeau qui devraient se faire plus ou moins dans la même région, hein, puisque Oktyabre est pas très très loin de Novoazovsk. Il semble que la raison pour laquelle donc, les soldats ukrainiens avaient besoin de capturer un prisonnier devient assez claire. Hein. Le but, c'est d'obtenir des données de reconnaissance sur la composition et la position des troupes de notre côté. Ce qui semble indiquer cela, c'est que Evgeny Toropkin, donc c'était le nom de ce soldat, avait été capturé vivant. Mais très vite, les RPD avaient eu des craintes pour sa vie parce que les déclarations des propagandistes du quartier général ukrainien disaient que 3 des soldats de l'RPD auraient tenté d'attaquer les positions ukrainiennes et que l'un d'eux aurait été éliminé, donc aurait été tué. Donc ils se sont dit, ils essaient de faire passer Evgeny pour ce soldat qui aurait été tué, donc ça c'est plutôt mauvais. Donc cette fausse version qui a été inventée et acceptée pendant un bon moment par le commandement ukrainien, ils n'ont même pas pris la peine de divulguer la date de cette attaque fictive, bref. Mais bon, la RPD, avec l'aide de gens intentionnés, a réussi à récupérer le corps d'Evgeny Toropkin le 6 mars. Suite à l'examen médico-légal, il a été établi qu'il n'est pas mort, entre guillemets, tout seul de ses blessures. Hein. Il a été assassiné. Mais avant de tuer Evgeny, les soldats ukrainiens l'ont frappé et brutalement torturé. Et après que le crime ait été commis, ils ont chargé le corps de ce soldat de l'RPD dans une voiture, l'ont conduit à Mariupol et l'ont jeté à l'extérieur du bâtiment du département des affaires intérieures du district. Si vous avez envie de vomir, c'est normal. Voilà. Donc, ça a été... Ça va faire du joli quand il faudra régler les affaires de crimes de guerre. Ça, on l'a appris par un témoin oculaire qui a observé en fait le déchargement du corps d'Evgeny. Donc il y a eu tout un topo fait par le chef du bureau de la République, du chef de la RPD en termes de médecine légale. Hein, donc,
Dimitri Kalachnikov, qui a donné des détails sur les résultats de l'examen du corps. On mettra une photo, c'est assez gore, hein. Enfin, regardez pas si vous êtes sensible. On voit la tête d'Evgueni, vous allez voir, de multiples blessures ont été découvertes sur le corps d'Evgueni, surtout à la tête, avec des déplacements importants des os du visage, des fractures massives du crâne. Qui ne savent pas si c'est exactement ça qui a provoqué sa mort, mais il y a quand même de bonnes chances. D'après l'expert médico-légal, ces blessures ont été reçues alors qu'il était encore vivant. Et les médecins légistes ont aussi trouvé des sortes de patchs de peau recousus sur le corps, comme pour masquer des blessures. Des patchs de peau? Ouais, je sais pas, ils ont fait ça, alors fait des trucs, où ils ont coupé des trucs, ils ont recousu, enfin, on comprend pas trop, quoi. On sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, c'est un peu... ça fait peut-être partie des tortures, hein. Ouais, peut-être aussi, ouais, tu vois, enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment horrible, donc ils ont vraiment essayé de lui extorquer des informations, ce qui a l'air de conforter cette idée donc, d'une opération sous faux drapeau avant de tenter peut-être une attaque vers le sud de la RPD, donc c'est vraiment horrible ce qu'ils ont fait à ce gars, enfin, vraiment, là, c'est vraiment immonde. C'est vraiment immonde, et si on regarde tout ce qui est situation politique, et entre autres cette fameuse toujours mission de casque bleu, ça part de plus en plus dans des délires, franchement, enfin, les mecs, on se demande ce qu'ils consomment. On a eu ainsi récemment Kurt Volker, dont je rappelle le représentant spécial américain pour l'Ukraine, qui a balancé tout de go que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk devaient être éliminées car prétendument incompatibles avec la constitution ukrainienne. Bon, déjà, je rappelle à ce monsieur que les autorités ukrainiennes actuelles elles-mêmes et le coup d'État qui leur a permis de prendre la place qu'elles occupent, tout ça a eu lieu en violation complète de cette même constitution ukrainienne. Et bon, on va pas se formaliser pour si peu. Parce que lui, il se formalise pas pour si peu. Mais même sans prendre en compte ça, donc je rappelle quand même que les accords de Minsk prévoient une modification de la constitution ukrainienne pour accorder une large autonomie à ces territoires. Or, cette modification pourrait, si nous vivons dans un monde idéal où les négociations à Minsk sont autre chose que des non-discussions inutiles, ça pourrait prendre la forme d'une sorte de fédéralisation qui permettrait aux républiques d'exister au sein de l'Ukraine. Comme je le rappelle, la République autonome de Crimée ou la République des Komis existe au sein de la Fédération de Russie. Je veux dire, ça pose pas plus de problèmes que ça, quand on veut vraiment. Donc c'est un argument qui est complètement irrecevable. Ça montre clairement que aussi bien les États-Unis que l'Ukraine continuent de s'arc-bouter sur cette histoire de restauration de la souveraineté ukrainienne sur le Donbass, ce qui montre qu'il n'y a aucune volonté réelle de négociation, mais qu'ils veulent juste imposer leur point de vue. Ça part plutôt mal pour faire aboutir des négociations. Je leur dis juste comme ça. Voilà. Le reste de sa déclaration pour cet envoi donc, de casque bleu pour soi-disant mettre en œuvre ensuite les accords de Minsk ne tient pas plus la route, puisqu'il part du postulat que la Russie devra remettre le contrôle du Donbass au casque bleu qui le remettront à l'Ukraine. Volker, je sais pas ce que tu consommes, mais c'est de la bonne. Il a peut-être bénéficié d'une livraison spéciale de chocolat magique de Poroshenko. De Poroshenko, ouais. Parce que non, la RPD et la RPL sont pas sous le contrôle de Moscou. On est sous le contrôle de nous-mêmes. Allô. Il n'y a pas de force d'occupation russe dans le Donbass. Il n'y a aucun organe administratif ou politique d'occupation. Rien. Nada. Que dalle. Que chi. Voilà. Nichivo. Il n'y a que la RPD et la RPL qui peuvent décider ou non de valider la venue des casques bleus. Je sais bien que ça vous emmerde, que vous essayez de louvoyer en disant qu'on n'a pas à voix au chapitre, mais non, désolé, la charte de l'ONU, elle est prévue comme ça. On ne peut pas envoyer une force de casques bleus sans l'accord des deux parties en présence. Et la deuxième partie en présence, c'est pas la Russie, c'est la RPD et la RPL. Voilà. Donc il n'y a que la RPD et la RPL qui peuvent négocier avec l'Ukraine les points politiques des accords de Minsk, comme cette fameuse réforme de la Constitution qui doit justement normalement se faire en accord avec les républiques. Donc si on dissout les deux républiques, on dissout les accords de Minsk, donc ce sont les signataires. C'est aussi simple que ça, je le signale. Je rappelle aussi que ce monsieur est envoyé et payé par les impôts des Américains pour prétendument aider à mettre en œuvre ces mêmes accords de Minsk. À ce niveau-là d'incompétence et ou de stupidité, parce que j'exclus pas les deux, il y a quand même des petites questions à se poser. Parce que, bon, je veux dire, la Russie a bien sûr très rapidement réagi à ce énième délire de Kurt Volker, parce qu'il nous en gratifie quasiment toutes les semaines, lui.
Donc là, entre autres, ça a été par la voix de Konstantin Kosachev, le président du comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie, qui a déclaré que Volker et la partie américaine, de manière générale, ne sont pas un intermédiaire objectif et impartial dans le règlement du conflit dans le Donbass, pas forcément, vu que c'est eux qui en sont à l'origine. C'est un peu difficile de demander à ceux qui ont foutu la merde ensuite de résoudre la merde qu'ils ont foutu, quoi. C'est un peu nettoyer le bordel, quoi. Et alors, ce qui était quand même assez drôle, ça a été un moment où il a dit, je cite, les propos de Volker, bien entendu, ne s'inscrivent dans aucun cadre des accords de Minsk existants et, à mon avis, remettent sérieusement en question sa volonté et sa capacité à apporter une contribution réelle à l'avancement d'un conflit aussi complexe et délicat. Je vais vous traduire ce que Kosachev vient de dire. En langage diplomatique, il vient de traiter de Volker d'incompétent qui sert à rien. Je dirais que c'est un constat. C'est un constat. C'est dit de manière diplomatique, mais voilà. Donc dit de manière beaucoup moins diplomatique que ce que je viens d'expliquer. C'est écoute petit, tu laisses les affaires complexes et délicates aux grandes personnes et retourne faire des pâtés dans le bac à sable. Effectivement, à part foutre de l'huile sur le feu et le bordel avec des déclarations plus débiles les unes que les autres, il fait quand même pas avancer le schmilblick, Volker. Je sais pas, il est quand même particulièrement inutile. En RPD, c'est Zakharchenko, donc chef de l'État, qui a tenu à doucher quelque peu les espoirs de M. Volker lors d'une conférence de presse qui a eu lieu cette semaine, en soulignant que la RPD ne permettra pas de voir son statut d'État être détruit, et ce, quel que soit le fantasme du représentant américain. Il a dit, je cite, « Les autres pays devraient commencer à y réfléchir, nous sommes prêts à toute éventualité et nous ne nous rendrons pas. Le désir de Volker n'est que son souhait personnel, cela n'arrivera pas, la RPD ne permettra pas qu'on l'élimine. » Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé ça, on comprend bien que la RPD n'est pas plus suicidaire que la Russie et que ses autorités ne vivent pas dans le merveilleux monde des bisounours, mais sont au contraire bien ancrées dans la réalité et bien conscientes des menaces qui pèsent sur leur État et leur population. C'est là qu'on comprend mieux le refus de voir 24 000 casques bleus déployés dans tout le Donbass, surtout quand on regarde les dernières nouvelles concernant ce futur déploiement et entre autres les forces, les pays qui devraient fournir les contingents. Voilà. Parce qu'on a quand même un certain nombre de craintes concernant l'orientation géopolitique de cet énorme contingent, et certaines annonces et déclarations récentes venant d'Ukraine et de Suède montrent bien que le but de ces casques bleus, c'est pas de rétablir la paix, mais bien d'occuper le territoire du Donbass pour l'armée ukrainienne. Voilà. Je rappelle que la Biélorussie s'était proposée pour faire partie de ce contingent, ce qui aurait pu apaiser un petit peu les craintes des RPD, de l'RPL et de la Russie. Bien entendu, Kiev a refusé catégoriquement en arguant que la Biélorussie fait partie de l'OTSC, donc l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, donc fait aussi partie de la Russie. Donc bon, si on part de cet argument, tous les autres pays de cette organisation ne peuvent pas non plus envisager de participer à cette mission de casque bleu. Donc à savoir, pour ceux qui ne savent pas, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et la Serbie, donc sans même parler de la Russie. Bon, sachant que les pays membres de l'OTAN sont aussi exclus de fait, vu que ni la Russie, ni les RPD, ni RPL ne vont faire confiance à des membres de l'OTAN, la liste des pays potentiels, elle se réduit quand même comme peau de chagrin. Surtout quand les pays de l'Union européenne hors OTAN, comme la Suède, qui était censée, je rappelle, prendre le commandement de ses forces de maintien de la paix, offrent sur un plateau d'argent une raison de douter de leur soi-disant neutralité. Parce que la Suède n'a rien trouvé de mieux à foutre, excusez-moi de la vulgarité, que de sortir, d'annoncer officiellement, c'est pas de l'info douteuse, c'est de l'info qui sort directement d'un communiqué de presse publié par le bureau du gouvernement suédois. Voilà, donc ça sort pas de mon imagination. Donc la Suède a annoncé que ses soldats allaient participer à la mission des instructeurs militaires canadiens en Ukraine, donc l'opération Unifire. Voilà, donc d'ici cette année, ils veulent doter cette mission suédoise pour Unifire en personnel d'ici cette année, donc pour aider à la formation des soldats ukrainiens, à la manipulation des munitions. Vous pouvez déjà leur apprendre à ne pas le faire en étant beurrés comme des coins, ça serait pas mal. Aux questions d'environnement et d'égalité des sexes, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre. Enfin, bon. Ainsi qu'à la formation de base pour la police militaire, les unités mécanisées et les sous-unités du corps des marines. Donc en clair, les soldats suédois vont devenir, comme les soldats canadiens, des instructeurs de l'armée ukrainienne. Donc des soutiens de cette armée. Il faut appeler un chat un chat. Je voudrais qu'on m'explique ensuite comment la Suède ensuite va pouvoir prétendre qu'elle est neutre
et surtout ses soldats qui sont soi-disant chargés de superviser la mission de Casque Bleu, alors que la Suède sera devenue jugée partie. Parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir assurer la paix dans le Donbass face à une armée ukrainienne que ces soldats auront formé et soutenu. Il faut croire que les gens qui décident ça sont séniles. Ouais, ils pensent que les autres le sont, je sais pas, hein, mais il faut vraiment que vous réveillez. Hein, la Russie, c'est pas des Mongols, hein, c'est pas des bisounours, ils vivent pas dans le merveilleux monde de oui-oui. Hein. Ils ont au contraire une appréciation extrêmement réaliste de la situation. Hein. Donc, avant de vouloir avoir, soi-disant, parce que donc, la Suède a sorti que, avant de se décider à éventuellement participer à cette mission de Casque Bleu dans le Donbass, ils voulaient avoir une image claire de la situation. Je pense que la Suède ferait mieux surtout de chercher à avoir une démarche cohérente pour commencer. Oui. Parce que les incohérences entre le but affiché de cette mission de Casque Bleu, qui est de rétablir la paix, en s'interposant entre l'armée ukrainienne et les armées de l'RPD, de l'RPL, et le but réel qui n'a pas vraiment l'air d'être ça, parce que quand tu exclus de fait la Biélorussie et puis que la Suède, on va devenir instructeurs de l'armée ukrainienne, les enfants, faut pas rêver, hein, vous n'aurez pas l'approbation ni des RPD, ni des RPL, ni de la Russie. Hein, c'est peut-être ce qu'ils veulent pour faire croire que c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté du côté de la Russie et des républiques. Hein. Oui, en même temps, ça les avancera pas beaucoup, hein, parce qu'au final, ils n'arriveront pas à imposer leur force de 24 000 casques bleus vendus à la cause américaine dans le Donbass. Faudrait vraiment qu'ils redescendent sur Terre, mais un bon coup, quoi. Faut arrêter de prendre vos fantasmes pour la réalité. Allô ? Arrêtez de croire au Père Noël. À votre âge, c'est grave, quand même. Hein. Si on regarde maintenant l'évolution générale de la situation en Ukraine, ça dégénère assez méchamment sur le plan religieux. Ah oui. Je rappelle qu'en Ukraine, il y a 2 églises orthodoxes. Il y a l'église orthodoxe d'Ukraine du patriarcat de Moscou, qui est l'église orthodoxe d'Ukraine officiellement reconnue par les autres églises orthodoxes dans le monde, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que l'église russe, hein, il y a l'église grecque, l'église serbe. Dans d'autres pays. Donc celle-là, elles reconnaissent cette église d'Ukraine, du patriarcat de Moscou. Et il y a une église schismatique, qui est l'église orthodoxe d'Ukraine, du patriarcat de Kiev, qui, elle, est reconnue par personne. Donc, qui est complètement illégale, quoi, bref. C'est une hérésie, ce truc. Bon, c'est les prêtres de cette église et même leur patriarche qui bénissent des soldats du régiment Azov et autres. Qui les incitent à balancer des cailloux ou à se battre, oui. Ouais, voilà. Donc ça vous donne quand même une petite idée, hein, de l'orientation politique de cette église, quand même. Hein. Quand on vient bénir des néo-nazis... il y a quand même un petit problème quelque part. Bref. Bon, depuis bien sûr le coup d'état du Maïdan, la confrontation entre les 2 églises, enfin surtout venant de cette église complètement illégitime, donc du patriarcat de Kiev, ça s'est aggravé. Les actes de vandalisme contre les églises orthodoxes rattachées au patriarcat de Moscou se sont multipliés en Ukraine. L'année dernière, donc en 2017, il y en a eu 23 qui ont été vandalisés, 4 déjà depuis le début de 2018, donc ça part plutôt mal. Je rappelle qu'il y avait aussi des appels à saisir ces églises pour les passer de force sous l'autorité du patriarcat de Kiev. On en avait parlé dans certains sites REP. Absolument. Voilà, donc souvent tous ces actes de vandalisme se sont accompagnés d'actes de violence envers les paroissiens qui essayaient de protéger leur église. Hein. On avait parlé de celle de Nikolaïev, hein, où ils avaient détruit les fondations d'une future église. Ça s'était terminé, ils avaient même tapé sur des femmes. Enfin bon. Voilà. Même la cathédrale de la Transfiguration située à Tchernigov, qui est la plus ancienne église orthodoxe d'Europe de l'Est, n'a pas échappé à ces vandales, donc ils respectent rien quand même. Hein. C'est un petit truc qui est gardé en tête pour après. Vous allez comprendre. Donc malgré les appels lancés aux organisations internationales qui font toute la sourde oreille et le fait que les noms de plusieurs des groupuscules qui commettent ces actes de vandalisme sont connus, donc entre autres Secteur Droit, Corps National, C14, tous des gars avec une grosse crampe au bras droit. Hein. Ah oui, ils sont soignés pour une crampe au bras droit insistante. Oui.
assistante. Voilà, donc tous, je veux dire que ce soit secteur droit, camp national ou C14, c'est tous des néo-nazis. Bien sûr, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice ukrainienne, la police s'est jamais opposée à eux, la communauté internationale fait comme si elle n'avait rien vu. Ouais. Mais alors là, on est allé encore un cran au-dessus. On va reparler de ce fameux... Je ne sais pas si on peut appeler ça un site web, moi j'appelle ça une fausse Apurin. Oui. Miro Dvorets, donc soi-disant le pacificateur. Donc, et ce site qui fait des listes d'ennemis de la nation ukrainienne, qui contient de tout, allant des gosses aux femmes en passant par les journalistes. Oui. Pour donner une petite idée, c'est quand même eux qui sont quand même en partie responsables de la mort de Lesbouzina, parce qu'ils avaient publié l'adresse, les données personnelles de ce journaliste qui s'opposait donc aux autorités post-Maïdan. Il a fini assassiné en bas de chez lui. C'est aussi eux qui avaient lancé un contrat sur la tête de Graham Phillips. Voilà, comme ça je remémore un petit peu à nos auditeurs qui se souviendraient pas très bien. Donc voilà, c'est cette fausse Apurin qui a sorti sur Facebook un truc, un post complètement hallucinant. Ouais. Mais tu es trop modeste quand même pour l'avoir signalé. Tu fais aussi partie de cette liste, ils t'ont mis sur je suis aussi dessus, oui, voilà. Je fais partie des ennemis de la nation ukrainienne. J'en suis fier, je vous emmerde. Voilà. Donc là, ils ont carrément appelé. Moi, des gens qui font ça, j'appelle même plus ça des ultranationalistes, j'appelle ça des néo-nazis, parce que vu les méthodes, on s'en rapproche. Oui. Parce que là, ils appellent ni plus ni moins qu'à tuer des prêtres orthodoxes russes ou des prêtres de l'église orthodoxe d'Ukraine, du patriarcat de Moscou, en les assimilant à des soldats. Et là, moi, je me dis, tu vois, je me dis d'abord, mais je dis maintenant, que la responsabilité des garants des accords de Minsk sont également engagés dans cette histoire. On les entend pas. Parce que là, c'est très grave. Là, c'est très grave. Ils ne peuvent pas avoir silence. C'est pas possible. Le silence, pour moi, c'est complicité. Si j'avais appelé à tuer des rabbins, je pense qu'on aurait eu un tout autre son de cloche des chancelleries occidentales, mais bon, là c'est juste des prêtres orthodoxes. Donc je vais vous traduire ce poste particulièrement immonde. Si vous avez l'estomac sensible, prévoyez une bassine, un sac à vomir, un truc comme ça. Donc ce poste dit, je cite, chaque soldat ukrainien devrait se souvenir, les prêtres de Moscou et pro-Moscou sont les combattants de l'agresseur russe. Il n'y a rien de sacré pour eux, et sous leur soutane peuvent se cacher des mitrailleuses. Il ne devrait pas y avoir d'exception pendant la vérification, mais seulement une inspection plus rigoureuse. S'il y a la moindre menace, tirez sans réfléchir. Je vous laisse déguster le truc. Ça laisse un goût de merde, je sais. Donc, comme on peut le voir, donc là, c'est pas seulement les prêtres russes qui sont concernés, ce qu'ils appellent les prêtres de Moscou, mais aussi ce qu'ils appellent pro-Moscou, c'est-à-dire, pour moi, ça c'est ceux de l'église orthodoxe d'Ukraine, du patriarcat de Moscou. Je pense que c'est ça qu'ils entendent par là. Ce qui justifie, alors je vais en venir là, c'est une vidéo qui a été postée par RIA Novosti sur son compte Twitter, où on voit des prêtres qui servent dans l'armée russe au sein des forces aéroportées, donc on les voit en train d'apprendre à sauter en parachute, conduire des véhicules de transport, etc., parce qu'ils doivent pouvoir suivre les soldats dont ils ont charge d'armes. On les voit installer des églises mobiles, assurer la messe sur les théâtres d'opération. En clair, c'est des militaires. Il est d'ailleurs précisé dans la vidéo qu'ils ont interdiction d'utiliser les armes. Bon, malgré ça, et le fait qu'une telle fonction existe partout, y compris dans l'armée française, je rappelle, on a des aumôniers militaires, c'est pas neuf, c'est pas l'armée russe qui a inventé ça. Voilà ces hommes de Dieu catapultés, soldats combattants russes qui méritent de se faire tuer sans sommation. Enfin, vous voyez où est-ce qu'on en arrive là quand même au rayon de délire. Là, ça va loin quand même. Donc là, il suffira au néo-nazi qui aura commis ce meurtre de prétendre que le prêtre était menaçant et le tour sera joué. Voilà. Donc, voilà. Oui, faut compter sur eux pour trouver un prétexte, pour expliquer ça, oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, quand je lis ça, c'est bien des gens pour moi, qui à mes yeux n'ont rien de sacré. C'est pas les prêtres de l'église orthodoxe russe ou de l'église orthodoxe de l'Ukraine, rattachée au patriarcat de Moscou, mais bien ces tarés néo-nazis ukrainiens qui, après avoir tiré sur, détruit des églises et autres lieux de culte dans le Donbass, je rappelle qu'il y a cette fameuse église de Krasny Partizan qui a été complètement détruite par les flammes après avoir été délibérément prise pour cible alors qu'il n'y avait pas de militaires à proximité, ils ont complètement détruite l'église. Donc, venir dire après que les prêtres orthodoxes russes ont rien de sacré, commencez par vous regarder dans un miroir pour commencer.
Je rappelle qu'ils ont essayé aussi de voler, donc, ou de détruire des églises orthodoxes en Ukraine. Voilà maintenant qu'ils appellent à commettre des meurtres contre des prêtres, c'est-à-dire contre des hommes de Dieu. Ouais. Là, ouais, non, ceux pour qui il n'y a rien de sacré, c'est les néo-nazis ukrainiens, hein. C'est pas les prêtres orthodoxes russes. C'est peut-être temps quand même que la communauté internationale se réveille un petit coup, avant qu'on ait des meurtres en série de prêtres orthodoxes en Ukraine. Ça serait peut-être pas mal quand même. Parce que là, à force de couvrir les crimes de plus en plus nombreux et de plus en plus immondes des mouvements les plus fascistes et néo-nazis d'Ukraine sous prétexte de russophobie, l'Occident est en train de faire exactement la même erreur que lorsque ces pays ont soutenu Hitler pour contenir l'URSS. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler comment l'histoire s'est terminée pour bon nombre de ces pays qui avaient fermé les yeux sur les crimes du Troisième Reich en pensant que ça ne les concernait pas? Est-ce qu'il faut vraiment que je vous refasse un condensé du résultat de la Seconde Guerre mondiale? Là, vraiment, ouais, quand on se dit, vraiment, à chaque fois, comme je me dis, on a l'impression qu'on touche le fond. Non, ils creusent encore. Arriver à appeler, à tuer des prêtres, sous prétexte qu'il y en a qui sont aumôniers militaires et qu'ils sont en train de nous présenter ça de manière complètement délirante comme étant des soldats combattants. C'est pas des soldats combattants. Ce sont des aumôniers. Mais comment s'en étonner, puisque il y a certains bataillons qui ont commis des atrocités sur des femmes et des enfants. Pourquoi et même sur des prêtres, puisque je rappelle qu'à l'époque où Savchenko avait été jugé en Russie, il y avait eu un témoignage d'un prêtre qui avait été torturé par des néo-nazis, par une unité, un bataillon de néo-nazis ukrainien. Et Savchenko était passé pendant la petite séance de torture et elle avait menacé plus, je crois, de le tuer ou de lui couper les parties génitales, un truc du genre. Donc ils ont déjà torturé des prêtres, hein, quand même, hein, donc ça ils ont déjà fait. Donc là c'est le cran au-dessus maintenant, on légitime le meurtre carrément. Enfin, ouais. Là, et après tu viens dire que c'est les prêtres orthodoxes russes qui ont rien de sacré. Les mecs, fermez vos gueules s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, venez pas parler de sacré quand vous venez de balancer qu'il faudrait assassiner des prêtres. Non. Là, ça passe pas du tout. Là, franchement, c'est... Fermez-la. Mais fermez-la une bonne fois pour toutes. Sinon, je vous promets que le jour où la justice immanente va vous tomber sur la gueule, là, vous allez comprendre ce que c'est que le concept de sacré. Voilà. Je dis ça comme ça, je dis rien. On a un peu dans ce temps-là à Kiev. On se rattrape un petit peu. Pour finir en rigolant, c'est Dmitry Gordon, donc un célèbre journaliste et présentateur TV ukrainien qui nous a offert ce très très grand moment de rire au sujet de Vladimir Poutine. Alors, Dmitry Gordon, donc c'est un présentateur ukrainien c'est un propagandiste, hein. Vraiment, il est à fond dans la propagande d'État, hein. C'est le mec, il nous sort l'agression russe, machin, enfin, il se démonte pas, hein, le gars. Ça tient pas la route, mais c'est pas grave. C'est vraiment un radical. On pourrait considérer que c'est un radical, hein. C'est un journaliste complètement à fond pour le système post-Maïdan. Donc bien sûr pour des gens comme lui, hein, en bon propagandiste du système, Poutine c'est l'antéchrist, hein, il est responsable de tous les problèmes de l'Ukraine. Ah bah c'est le diable. Ah oui, c'est le diable. Hein. Bon, son passé au KGB souvent ressorti, hein, pour noircir son portrait, y compris en Occident. Mais alors là, Dmitry Gordon nous a sorti la meilleure du siècle. Moi je propose qu'on garde ces galéjades de côté pour un futur award 2018 du meilleur délire ukrainien. Je pense que on se gardera les meilleurs pendant ce temps-là à Kiev, puis on demandera aux gens de voter à la fin de l'année. Je pense que lui, il faut le garder, clairement. Hein. Donc, il a été invité sur le plateau de la chaîne 112, hein, la fameuse chaîne de ce cher Igor Kolomoïski. Ah bah oui. Et ce cher Dmitry donc, s'est mis à baver sur Poutine et n'a rien trouvé de mieux à sortir comme connerie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, hein, que Poutine était, je cite, tenez-vous bien, hein, Poutine est un agent de la CIA. Ah, calice. La CIA. Voilà. Donc il était à la fois au KGB, à la CIA. Non mais rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, quand Saakashvili était en Ukraine et qu'il était emprisonné, ils s'accusaient mutuellement avec Poroshenko d'être agents des Russes.
l'intention des Russes d'être des agents de Poutine. Ah bon, là, non mais attends, Poutine, agent de la CIA, non mais rien que ça, allô, là on a battu tous les délires de Poroshenko sous chocolat magique. Là on n'est même plus dans la haute stratosphère, on a quitté le système solaire depuis longtemps, on est déjà en route pour Alpha du Centaure. Je sais pas ce qu'il prend Dmitri, mais Dmitri Gordon, s'il te plaît, si tu m'écoutes, s'il y a quelqu'un qui te traduit ça en ukrainien ou en russe, donne-moi l'adresse de ton dealer. Je veux son adresse parce que ce que tu prends, c'est de la cam, mais qualité premium. Ah, c'est de la drogue, mais ça t'arrache la tête, hein, c'est pas possible. Non, mais comment tu peux sortir des conneries pareilles? Parce que vous êtes là sans arrêt en train de dire, ouais, le mec, agent du KGB, là maintenant tu nous sors que c'est un agent de la CIA. Ben, c'est peut-être... Je rappelle que c'est vous qui bossez pour la CIA, bande de connards. Donc je vois pas comment la Russie pourrait faire la guerre à l'Ukraine en ayant à sa tête un président qui est l'agent de la CIA. Ça tient pas la route. Ouais. C'est n'importe quoi. Non, mais je pense qu'il avait dû boire de la vodka en même temps que manger les chocolats magiques de Poroshenko. Non, à mon avis, il consomme un autre truc. Non, c'est encore plus fort, tu penses? Ah ouais, non, là, ça te décape quand même. Hein. Non, écoute, là, on est au-delà de l'armée ukrainienne qui est la meilleure armée en Europe. Oui, c'est vrai, oui. Oh, oui, c'est vrai. Non, là, on est à un autre niveau. Là, on a un niveau de conneries quand même. Je pense. Ouais, non, mais il n'était pas dans son état normal quand il l'a sorti, hein, ça me paraît évident. Hein. Non, le pire, c'est qu'il a l'air tout à fait normal. Moi, j'ai regardé la vidéo, on vous mettra le lien de la vidéo qui a été publiée. Non, mais sérieusement. Vous en êtes là, les mecs. Là, vous n'avez même plus peur des contradictions. C'est même plus des petites contradictions, là. Ça tient pas debout du tout. Une seconde. C'est le temps que tu prononces le CIA. Et là, tu restes dubitatif. Et tu te demandes, dois-je me pincer tout de suite ou après? Non, j'ai vraiment écouté la vidéo parce que quand la personne a partagé ça, j'ai un de mes amis qui a partagé ça, et je dis non, c'est pas possible quand même, là, c'est énorme, c'est pas possible quand même. Donc j'écoute la vidéo, puis je réécoute une deuxième fois, puis je me dis non, c'est pas possible, puis il rigole pas le mec, enfin, il est même pas en mode déconne, il est extrêmement sérieux. Et il sort ça tout à fait sérieusement que Poutine est un agent de la CIA. Ah oui, non. Et là, tu restes, mais j'ai failli tomber bas de ma chaise. Hein. Franchement, qu'est-ce que tu racontes? Mais il prend ses compatriotes pour des imbéciles à ce niveau-là, quand même, le mec. Ah là, c'est même plus des stades d'imbéciles, là. Là, il les prend pour des palourdes ou des amibes neurasthéniques avec des fonctions. Je sais pas. Parce que c'est pas possible de sortir une info pareille, quoi. Enfin, des cerveaux de poulet. Ah, écoute, tu vois, ils se cachent même pas en plus que les soldats américains sont instructeurs des soldats ukrainiens. Là, il y a une divulgation là, du polygone secret sur lequel ils s'entraînent. Je veux dire, c'est connu cette information. Je veux dire que les États-Unis sont côté ukrainien. Donc, si la Russie est l'agresseur et l'ennemi de l'Ukraine, comment ils peuvent avoir à leur tête un président qui est un agent de la CIA? Ouais. Bah, ça veut dire que c'est une affaire CIA. C'est-à-dire qu'en réalité, il cautionne l'idée que c'est un complot de la CIA pour assassiner des civils, parce qu'en fait, sinon ça sert à rien d'autre. Hein. Oui, non, mais c'est n'importe quoi là. Il faudrait soumettre son cas au décodex. Je pense qu'il est finalement dans la case Illuminati et reptilien là. Parce que ce stade-là, c'est quand même ça. Hein. Donc voilà où est-ce qu'ils en sont quand même en Ukraine. Hein. Voilà. Donc là maintenant, on accuse Poutine d'être un agent de la CIA. Tout va bien. Je sais pas ce qu'ils prennent à Kiev, mais ouais, c'est de la bonne. Je veux l'adresse. Si quelqu'un a l'adresse du dealer de Dmitri Gordon, s'il vous plaît, communiquez-la moi par commentaire. Je vais contacter le dealer, je vais lui demander ce qu'il lui fourgue, hein, parce que... Oh, ça décoiffe. Ah, ça décoiffe, hein. Ah ouais, non, là c'est grave quand même. Donc voilà la situation. Donc on a quand même en face de nous des gens qui planent sévère, hein, que ce soit à Washington ou à Kiev, hein, comme on peut le voir. Il y a plus grand monde qui a pied avec la réalité, hein, de l'autre côté, c'est quand même grave. Donc on attend pour l'instant, ces risques de... On espère que la divulgation de ces plans d'opération sous faux drapeau va désamorcer tout ça. Bien entendu, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une tentative de foutre la merde juste avant les élections en Russie, hein, qui sont dans une grosse semaine maintenant, puisque ce sera le 18. Donc, ouais, on voit vraiment une tentative désespérée d'essayer de foutre la merde dans les élections russes. Hein.
Mais celle-là, c'est pas une ingérence fantasmée. J'espère qu'on aura réussi à désamorcer tout ça et qu'elles n'auront pas lieu. Mais de toute façon, les préparatifs côté ukrainien se poursuivent pour lancer cette offensive. On le voit avec cette accumulation des armes lourdes, ces préparations, ces scénarios de false flag, cette capture donc de ce soldat qui a été torturé pour essayer d'obtenir des informations. Donc c'est pas bon. C'est pas bon, donc on a une espèce de répit, on essaie d'en profiter comme on peut. De toute façon, la RPD est prête, la RPL est prête, ça fait un bon moment qu'on s'est préparé pour tout ça. Nos forces armées sont prêtes, ont été mises sur le pied de guerre, les réservistes aussi. Et donc, on est en mode attente, et puis on attend de voir ce qui va sortir de tout ça. Mais c'est pas très bon quand je vois ça, quand je vois donc ces menaces de nouvelles attaques chimiques en Syrie qu'on veut faire porter à Bachar el-Assad. On voit clairement qu'il y a de nouveau une relance, tentative de relance des hostilités contre la Russie. Le système continue de s'écrouler, ils sont de mal en pis, même au niveau États-Unis, ils ont des niveaux de dette, et puis même au niveau boursier, là, ça commence à déconner quand même de plus en plus. Oui, il y a des signes qui sont inquiétants de ce point de vue. Il y a des signes qui sont très inquiétants de ce point de vue, donc je pense que ça va pas tarder à déraper, et j'espère que on arrivera à maintenir tout ça sous contrôle, maintenir ça à l'échelle régionale et à faire en sorte que ça dérape pas au-delà. Je croise les doigts. Sinon, ça nous fera un CITREP en cours de semaine. Hein. Ça fera un CITREP en cours de semaine, mais donc voilà. Donc je te dis, je l'espère seulement à samedi prochain et je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie Christelle, je te souhaite également une bonne soirée. Je te remercie pour ce compte rendu qui est très important pour nous ici en France, en Occident, dans le monde francophone. Merci pour ton travail. Prudence, parce qu'effectivement on est peut-être à la veille de cette offensive. Donc voilà. Promis. À très bientôt, à samedi prochain. Que samedi prochain, j'espère aussi. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.